Je vous mentionne souvent de venir m'écrire sur Instagram si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez me partager comment vous avez trouvé certains épisodes. Et la semaine passée, on va l'appeler Madame Anonyme, m'a écrit pour me dire que ça y avait beaucoup parlé le poids, le podcast sur le poids, sur la balance. Et en même temps, j'ai dit ah, ben merci. Puis, as-tu des idées d'épisodes? Y a-tu des sujets que tu aimerais que j'aborde? Et elle m'a mentionné ceci, je vous le lis. Personnellement, ça m'intéresserait d'en savoir plus sur l'impact du cycle féminin sur le corps et l'entraînement. Parce qu'il y a beaucoup de claims que tu devrais matcher selon la phase de ton cycle. Tu devrais modifier les variables dans tes entraînements pour adapter la phase de ton cycle. Donc, elle voulait savoir, est-ce vrai ça? Y a-t-il de la science qui back ça? Donc, say no more quand on me dit des trucs comme ça. Moi, je me mets à la recherche de ça. Et évidemment, il y a de la science sur le sujet. Donc, mon objectif dans le podcast d'aujourd'hui, c'est de vous partager mes trouvailles sur la science sur le sujet qui vont vous permettre d'avoir la vraie information et de potentiellement modifier vos comportements par la suite. On va répondre à deux grandes questions ensemble aujourd'hui. La première qui est qu'est-ce que la science dit sur le sujet? Et la deuxième grande question qu'on va répondre ensemble aujourd'hui, c'est comment je peux appliquer ça dès maintenant à ma routine d'entraînement? Donc, première grande question, qu'est-ce que la science a à dire sur le sujet? First, l'étude qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a une étude de ce genre. C'est une étude qui a étudié des revues systématiques et des méta-analyses. Pour vous mettre en contexte, des revues systématiques et des méta-analyses, c'est des études d'études. Okay? Donc, une méta-analyse, ça l'a étudié, exemple, 10, 15, 20 études pour avoir un plus fort consensus. Mais ça, ça l'a étudié ça. Fait qu'on parle d'une étude qui a étudié des études qui ont étudié des études. On s'entend que ça en fait du stock. Donc, en termes de hiérarchie, parce qu'il y a une hiérarchie au niveau des études scientifiques, une étude simple est bien plus basse dans la hiérarchie qu'une méta-analyse qui a analysé, mettons, 10 études. Mais avec ce qu'on voit aujourd'hui, là, on est dans le top des études parce qu'il y en a beaucoup d'études si on fait, il appelle ça comme un peu un parapluie, il y a beaucoup d'études qui incluent là-dedans si on prend l'étude des études. Okay? Donc, le total des participantes était au-delà de 2000 dans cette étude, dans cette analyse-là. On s'entend que si vous êtes habitué d'écouter des podcasts, bien, vous entendez souvent dire que dans les limitations, c'est le nombre de participants, parce qu'il y en a genre 10, il y en a 20, il y en a 30. Là, c'est au-delà de 2000. Donc, plus il y a de participants, plus les résultats sont solides. Moins il y a de participants, plus les résultats sont fragiles. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, mais c'est plus fragile. Avant de rentrer dans l'étude, j'aimerais qu'on regarde pourquoi il y a certaines personnes qui font ces claims-là que quand tu es dans ta phase 2 de ton cycle, là, il va falloir que tu montes tes reps, faire un peu plus de reps parce que là, ci, parce que là, ça. Comme pourquoi le monde sont arrivés avec ces claims-là? Mais si on compare les hommes et les femmes, c'est pas la même game au niveau des hormones. Hein? Au niveau des femmes, il y a beaucoup plus de fluctuations au niveau hormonal que les hommes, c'est beaucoup plus stable. Ce qui a amené à croire à bien des gens que tu pourrais avoir des différentes adaptations dans les semaines où bien, il y a des fluctuations au niveau des hormones. Exemple, la phase 2, c'est là que l'estrogène est à son plus haut. La phase 3, c'est là que la progestérone est à son plus haut. Donc, cette fluctuation d'hormones-là que les hommes n'ont pas à ce point-là fait qu'il y a du monde qui se sont dit hey, ben, peut-être que ça va modifier les adaptations de force, les adaptations de prise de masse. Et il y a deux études qui sont tout le temps citées pour comme backer ces claims-là, qui datent de 2014 et 2015. On va les décortiquer plus tard dans le podcast, mais ces deux études-là aussi, ils ont eu des résultats qui sont favorables dans le sens où de t'entraîner différemment dans différents moments de ton cycle serait une bonne idée. Donc, il y a ces deux études-là qui sont souvent citées. Et il y a cette mécanique-là de hey, mais les hormones fluctuent beaucoup. À telle phase, l'estrogène est plus haut, telle phase, progestérone est plus haut. Comme tout ça va peut-être modifier la force, va peut-être modifier la prise de masse. Donc, c'est de là que part un peu les claims. Et il y a certains claims qui sont backés par la science, il faut le dire, par ces deux études-là de 2014 et 2015. Mais on va y revenir à ces deux études-là
de 2014 et 2015. On va commencer par regarder notre méchante grosse étude. Qu'est-ce que ça a dit? Donc, première affaire, c'était quoi l'objectif de l'étude citée par les auteurs? Je vous la lis. Les chercheurs voulaient explorer comment les phases du cycle menstruel peuvent influencer les performances à l'entraînement, la masse musculaire et la force. Donc, ce n'est pas est-ce qu'il y a plus de fatigue? Est-ce que les femmes se sentent plus fatiguées ou non? C'est pas ça l'étude. Parce que ça, de ce que j'ai regardé, puis là, je pense que vous comprenez, je ne suis pas une femme, je ne sais pas comment vous vous sentez à ce moment-là. J'ai pu entendre, j'ai pu en bureau avec ma blonde, etc., mais je ne le sais pas, moi. Fait que dans les recherches que j'ai faites, j'ai pu voir qu'il y a quand même une science qui est assez documentée que dans certaines phases du cycle, bien, il y a une fatigue qui est là, c'est documenté, il y a plus de fatigue, la perception de la fatigue est là. Ça, c'est documenté, c'est vrai. Mais c'est pas ça qu'on regarde aujourd'hui. C'est vraiment, est-ce que différentes phases du cycle, tu vas être plus forte, moins forte, tu vas prendre plus de masse, prendre moins de masse. C'est ça, c'est vraiment ça l'objectif du podcast et l'objectif de l'étude qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont testé et comment? Bien, je l'ai dit tantôt, c'est une étude des études, des études, des études. Donc, ils ont fouillé dans la littérature et là, ils ont trouvé des revues systématiques sur le sujet, des méta-analyses sur le sujet, qu'eux-mêmes avaient fouillé la littérature pour trouver quelques études, 10, 20, 30, 40, 50, et ils ont analysé ça pour faire comme un consensus plus précis de ce que la science générale dit sur le sujet. Donc, c'est pas, il y a un groupe 1, il y a un groupe 2. Non, là, on est vraiment dans de l'analyse d'études déjà faites. Et là, on est dans de l'analyse, de méta-analyse qui ont analysé les études déjà faites. Donc, au total, il y avait il y avait 2 revues systématiques et 3 méta-analyses, donc 5 revues qui ont analysé pour un total de plus de 2000 participantes. Encore une fois, je le répète, ça, c'est très important parce qu'on a beaucoup de volume. Le pool de participants est très grand comparé à ce qu'on est habitué de voir dans des 20-30, donc ça rend les statistiques plus solides. Les femmes, dans les 2000 participantes, étaient des athlètes élites, donc ça, c'est vraiment cool, et des femmes qui s'entraînaient de manière récréative, comme, j'allais dire comme vous et moi, mais moi, vous comprendrez que je ne suis pas une femme, mais comme nous, là, qui s'entraînent puis qui veulent améliorer leur physique, etc. Donc, il n'y avait pas de débutantes là-dedans, il n'y avait pas de vieilles personnes là-dedans, c'était vraiment des femmes athlètes élites puis des femmes qui s'entraînent de manière récréative. Il y avait 3 points importants. Ils ne prenaient pas de contraceptifs oraux. Donc, il n'y avait pas ça. 2, ils étaient en bonne santé. 3, il n'y avait pas de dysfonction menstruelle. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Je l'ai dit tantôt, c'est 5 grosses études qui ont analysé. Sur les 5 grosses études qui ont analysé, il y en avait 2 qui étaient de qualité médiocre et 3 qui étaient de qualité modérée. Et là, tu vas me dire, comment tu fais pour évaluer une étude puis dire que c'est de qualité médiocre? C'est pas moi qui dis ça, c'est vraiment l'étude a marqué que il y a 2 revues qui étaient de qualité médiocre. Ça, il évalue ça avec l'aide d'un outil qui s'appelle Amstar. L'outil Amstar, c'est plusieurs questions qui vont aider à déterminer la qualité de la méta-analyse ou de la revue systématique. Ça va être sur les critères d'inclusion, ça va être sur la méthodologie, les stratégies de recherche, les conflits d'intérêts, etc. Donc ça, c'est un outil qui est bien utilisé en sciences pour analyser la qualité des méta-analyses. Donc 2 sur 5 étaient médiocres de qualité et 3 modérés. Donc on n'avait pas des trucs de très haute qualité. Sur les 3 revues qualifiées de modérées, donc qui n'étaient pas médiocres, qui étaient modérées, voici leurs conclusions et leurs résultats. Ils n'ont trouvé aucune différence de performance ou de gain de masse musculaire lors des différentes phases du cycle menstruel. Une des revues qualifiées de médiocre a vu un peu une différence, mais ce n'était pas assez significatif pour dire « Ah oui, il y a quelque chose là ». Et l'autre revue de qualité médiocre, ils n'ont même pas pu arriver à une conclusion parce que l'échantillon était trop petit. Il y a eu des contradictions au niveau de la méthodologie et des contradictions au niveau des articles qui étaient rapportés dans cette méta-analyse-là. Donc, on finit par avoir comme 4 grosses affaires. Puis
Puis sur 4, il y en a une de qualité médiocre, 3 qualités modérées. Les 3 de qualité modérée n'ont pas vu de différence. Et la seule de qualité médiocre a vu une micro-différence, mais c'était tellement petit qu'on ne peut pas dire que... Quand les chercheurs ne disent pas que c'est significatif, c'est parce que c'est comme il n'y a pas vraiment quelque chose là. Donc, on peut voir que c'est pas très, très concluant ce que la science a à dire sur le sujet. Donc, on pourrait conclure que, ben, dépendamment de la force de ton cycle, tu n'as pas d'affaire à changer la manière dont tu t'entraînes, tu vas continuer de performer, tu vas continuer de prendre la masse, ça ne changera pas grand-chose. Est-ce que tu vas te sentir plus fatigué? Oui, ça a l'air quand même documenté, mais ce n'est pas 100% des filles qui disent ça. Dans ce que j'ai vu, c'était 50%. Donc, il y en a que oui, puis il y en a que non. Puis ça, c'est très bien documenté. Donc, la fatigue, est-ce qu'elle peut être plus grande dans certaines semaines? Ben, je crois que oui, selon ce que j'ai lu. Mais si on regarde au niveau, est-ce que ça va vraiment affecter les performances sur le long terme? Ça va-tu vraiment affecter la prise de masse? Faut-tu que tu modifies ton type de workout pour ça, tes types de reps, ton site? À la lumière de la science actuelle en 2024, semblerait que non. Mais là, je reviens avec les deux études que les gens qui vont servir de la science pour backer ce claim-là, ils vont toujours parler. Une étude de 2014 et une étude de 2015. Pourquoi ils voient, eux, certaines différences? Bien, premièrement, c'est parce qu'il y a certaines limitations et je dirais même beaucoup de limitations. Et ça, ce n'est pas nécessairement mes mots, c'est les mots de Patroklos Androukakis Korokakis. Pour les intimes, Dr. Pack, qui est un chercheur et qui, lui, a analysé tout ça. Ce que je viens de vous dire, là, la grosse étude, il l'a analysé, il a fait un review de tout ça, puis il a analysé les articles qui disaient « Ah oui, mais ça fonctionne, changer la manière dont tu t'entraînes durant ton cycle pour X, Y raison. Regarde, nous, on a tel résultat. » Donc, je vous partage vraiment ce que j'ai lu de sa part. Donc, dans le premier article de 2014, scientifique, ils ont vu que de s'entraîner dans la première moitié du cycle amenait plus de gains en hypertrophie au niveau des quads et plus de force sur un leg extension que s'entraîner pendant la deuxième moitié du cycle. Voici les limitations soulevées par Dr. Pack. Je ne vais pas renommer son nom parce que c'était déjà assez difficile comme ça que je l'ai eu la première fois. Première limitation, il y avait 20 participantes. On fait juste se rappeler qu'on vient d'analyser des résultats qui combinent plus de 2000. Encore là, il y a une hiérarchie. Il ne faut pas avoir les yeux fermés et faire Ah non, mais c'est pas. Regarde, l'étude a dit ça, c'est ça. C'est comme non. On a 2000 versus 20. Si à 20, tu vois quelque chose, mais à 2000, tu ne le vois pas, maintenant, c'est comme on fait le lien. Hein? Fait que donc, premier point de limitation, il y avait 20 participants. Et deuxième point, ça, c'est probablement la plus grosse limitation, c'est que dans l'étude, c'est sous-entendu que les 20 femmes ont la même longueur de cycle menstruel. Et comment tu peux détecter ça? Bien, la manière la plus précise, c'est au niveau de l'urine, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils l'ont fait via la température corporelle, et ça a été démontré être précis à 22 %. Donc, la méthode qu'ils ont utilisée pour savoir les 20 femmes, ils étaient à quelle phase, c'est une méthode qui est précise à 22 %. Et ça, de ce que j'ai lu, là, c'est une des erreurs qui a été faite beaucoup dans ces études-là, c'est de prendre pour acquis que c'est 28 jours un cycle, puis toutes les filles ont le même 28 jours. Et ça a l'air, hein, je vous le rappelle, je ne suis pas une femme, puis c'est pas ma spécialité, tout ça. Donc, ça a l'air, j'ai appris ça, que ben c'est pas de même que ça marche. Il y en a que c'est plus. Il y en a qui ont des phases de 7 jours, d'autres 9 jours, d'autres 10 jours. Ça a l'air que ça varie beaucoup. Et ça a l'air que la seule régularité au niveau des cycles, c'est son irrégularité. C'est ce que j'ai lu. Donc, dans cette étude-là, 2014, ils prennent pour acquis que ben, les 20 femmes, c'est exactement pareil leur cycle, puis ils mesuraient ça avec une méthode qui est précise à 22 %. Donc, c'est quand même une grosse limitation. Dans la deuxième étude de 2015, ils ont vu un peu le même principe que t'entraîner dans certaines phases te donnait plus de gains en masse musculaire et de force que dans d'autres phases du cycle. Celle-là, encore plus de limitations que l'autre. Numéro 1, toutes les sessions d'entraînement étaient non supervisées. Ça, c'est énorme comme limitation. Donc, tu n'as aucune idée, sont-ils allés à l'échec? C'est quoi le niveau d'effort? Tu n'as aucune idée, ils ont-ils progressé à toutes les semaines? Tu n'as aucune idée de la technique, tu n'as aucune idée du temps de repos, tu n'as aucune idée de rien. Tu n'as aucun contrôle.
c'est facile après ça d'avoir des résultats de « Ah, mais check, telle personne a pris plus de masse. » Ben ouais, mais tu sais-tu pourquoi? Étais-tu là dans le gym? Peut-être que l'autre a gossé sur son sel puis est allé à 8 reps de l'échec, puis l'autre non, puis est allé à l'échec pour de vrai. Mais là, c'est pas la phase, là c'est le type d'entraînement. Donc, c'est pour ça que dans les études, tu veux le plus de contrôle possible pour comme enlever ces variables-là qui pourraient influencer les résultats. Mais dans ça, c'est comme, tu ne sais même pas ce qu'ils ont fait dans le workout. Fait que ça, c'est une méga grosse limitation. Encore une fois, l'étude était conçue que c'était un cycle de 28 jours et les femmes qui ont participé à l'étude avaient le même. C'était comme 28 jours, c'est le même, mais encore une fois, ça a l'air que c'est vraiment pas ça. Donc, on a une autre limitation ici. Autre limitation, il y a certaines femmes qui prenaient des contraceptifs oraux, donc là, ça peut venir modifier certains résultats, s'il y en a qui en prennent puis il y en a qui n'en prennent pas. Et la masse musculaire a été mesurée avec l'aide d'un DEXA-scan, qui est une manière pas vraiment fiable pour mesurer le gain de masse musculaire. Donc, les deux études qui claiment ça, ils ont beaucoup de limitations. Puis, je le répète, il y a une hiérarchie qu'il ne faut pas oublier au niveau de la science. Si le top de la hiérarchie qu'on a regardé avant dit quelque chose, il y a deux études de 20 participants avec 3 millions de limitations dit autre chose, un moment donné, c'est parce que ça bouffe l'autre affaire. Puis j'ai une chance que c'est là parce que sinon, ben on croirait à toutes les nouvelles études qui sortent, hein? Parce qu'il y a de la bonne science puis de la mauvaise science. C'est pas juste, il y a de la science. Non, il y a de la bonne puis il y a de la mauvaise. Okay? Donc, ça prend ça prend une hiérarchie, ça prend des analyses d'études, etc. Donc, le plus haut top de la hiérarchie, c'est les consensus, genre la Terre est ronde. Ça, c'est le plus haut de la hiérarchie. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, on est quand même assez haut, contrairement aux deux petits articles là, avec plein de limitations. Et autre point aussi, c'est que l'analyse qu'on a regardée aujourd'hui, bien, ça a été fait en 2023. Donc, quand même à jour de 2014 à 2023, ce qui s'est fait dans ce domaine-là, contrairement aux études de 2014-2015 qui ont ce claim-là. Donc maintenant, comment je peux appliquer ça à ma routine d'entraînement? Ça, c'est la deuxième grande question. Bien, premièrement, tu vois que tu n'as pas à changer, tu n'as pas à arrêter de t'entraîner, tu n'as pas à réduire tes répétitions, à augmenter tes répétitions, tu n'as pas rien changé. Tu n'as pas à te casser la tête, tu n'as pas à penser à ça. Tu as juste à continuer d'appliquer les 8 points de base pour bâtir la masse musculaire et devenir fort. Le point numéro 1, d'aller à l'échec ou 1 à 2 répétitions proches, 2 à 5 séries par groupe musculaire par workout. Si la force sur ton squat, bench, deadlift est important pour toi, bien à ce moment-là, on va aller chercher un 3 à 6 séries par semaine, de 1 à 6 répétitions, avec 1 à 2 répétitions en réserve. Point numéro 2, tu veux prendre 2 à 3 minutes de temps de repos avant ces séries-là. Point numéro 3, tu veux progresser ta charge ou ta répétition ou tes répétitions à chaque semaine avec la même technique sur ces exercices-là. Point numéro 4, tu veux manger entre 0,7 g à 1 g par livre de protéines. Point numéro 5, tu veux manger en surplus calorique. Point numéro 6, tu veux avoir un sommeil de minimum 7 heures. Point numéro 7, tu veux t'assurer que ce sommeil-là est de qualité, donc que tu ne te réveilles pas. Et point numéro 8, tu veux bien gérer tes stresseurs pour pas qu'il y en ait trop. Si tu fais les 8 points, no matter what, tu es où dans ton cycle, tu vas gagner de la masse musculaire et tu vas devenir forte. Tu n'as pas à rien modifier, tu n'as pas à te casser la tête et à rendre ça trop compliqué. La science actuelle nous démontre qu'il n'y a aucune goddamn différence, peu importe tu es dans quelle phase de ton cycle, sur la performance et la prise de masse. Je le répète, au niveau de la fatigue et de la perception de la fatigue, il y en a. Par contre, c'est une réalité qui était là aussi dans les 2000 participantes. Donc, peut-être qu'ils ont, été une rep de moins à l'échec. Ils ont peut-être progressé une petite affaire moins les semaines dans certaines phases à cause de la fatigue. Ça se peut, ça. Mais vu qu'on regarde vraiment plus macro sur le long terme, bien, ça a l'air que ça n'a rien changé. Ou si ça a changé quelque chose, c'était tellement minime qu'en recherche, ils n'ont même pas été capables de le voir. Fait qu'imaginez physiquement, là, à l'œil nu, comment ces petites modifications-là peuvent ne rien changer fondamentalement. Donc, si tu es plus fatigué dans certaines phases de ton cycle, c'est correct. Continue d'aller au gym, continue de le pousser le plus fort que tu peux, tu essaies d'aller à l'échec, tu essaies d'augmenter tes charges. Continue tout ça. Sur le long terme, tu vas bâtir de la masse musculaire, puis tu vas gagner de la force.
peu importe que si tu avais modifié ces semaines-là, tu avais mis moins de volume, moins, etc., ça n'a pas rapport à la lumière de ce qu'on peut voir en 2024. Donc voilà pour le podcast de cette semaine. J'espère que ça a été... c'est un gros podcast, il y avait du stock. J'espère que ça a été clair. J'espère que vous repartez de là encore une fois avec la bonne information. Vous savez maintenant encore là que vous n'avez pas à modifier vos comportements. Vous avez juste à continuer d'appliquer les bons comportements. Et encore une fois, si vous avez apprécié l'épisode de cette semaine, tout ce que je vous demande, un petit 5 étoiles. Spotify, c'est juste en haut, ça prend 3 secondes. Spotify, balado, c'est juste en bas, ça prend 3 secondes. Et c'est la meilleure manière que je peux faire grossir le podcast et amener le plus de vraies informations dans le monde du fitness au Québec. Donc, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et merci à tous ceux qui ont écouté le podcast de cette semaine. Nous, on se revoit la semaine prochaine, mercredi, 5h. Bye tout le monde, bonne semaine.